Bonjour François Hollande. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier aux éditions Stock Bouleversement pour comprendre la nouvelle donne mondiale. On en a bien besoin en l'occurrence. Ce matin encore, des frappes ont touché Kiev, des drones kamikazes d'après la présidence ukrainienne. Quelle est aujourd'hui, de votre point de vue, l'issue à ce conflit? Est-ce qu'elle est diplomatique ou est-ce qu'elle est militaire? Elle est d'abord militaire, elle sera diplomatique. Militaire parce que Vladimir Poutine veut garder ce qu'il a conquis et donc veut impressionner l'Ukraine en bombardements successifs. Hier encore, il y a peu de temps, sur l'ensemble du pays, et cette fois-ci sur la capitale. Il veut impressionner l'Europe à travers les difficultés économiques qu'elle peut connaître. Nous en voyons les conséquences. Avec le gaz en l'occurrence et les prix de l'énergie. Et il veut attendre l'hiver et sans doute à ce moment-là susciter une négociation. Du côté ukrainien, c'est tout l'inverse. Les Ukrainiens pensent qu'ils peuvent mener une contre-offensive militaire. Ils savent bien que le temps est compté justement à cause de ce climat rigoureux de l'hiver et ils vont attendre le printemps. Donc si je peux résumer mon point de vue, je pense que il y a encore quelques mois où l'affrontement sera militaire et ensuite, selon le rapport de force, il y aura une issue diplomatique. Mais c'est le rapport de force qui décide de l'issue. Et si vous avez rappelé Minsk, c'est-à-dire les négociations que j'avais eues avec Mme Merkel et les deux présidents russes et ukrainiens, c'est parce qu'un rapport de force s'était installé et qu'à ce moment-là, Poutine était prêt à arrêter. Alors il y a quand même déjà aujourd'hui des tentatives de médiation qui commencent à pointer. Vladimir Poutine a rencontré jeudi dernier le président turc, Erdogan. Est-ce qu'il peut être un médiateur dans ce dossier? Alors pour Vladimir Poutine, Erdogan est le meilleur intermédiaire, puisqu'ils sont d'une certaine façon des ennemis complices ou des amis interdits, c'est-à-dire que sur beaucoup de sujets ils sont opposés, en Syrie, en Libye, y compris en Azerbaïdjan, Arménie, mais ils s'arrangent. Et donc Erdogan va jouer les bons apôtres en disant qu'il est prêt à susciter une négociation, d'autant qu'il est membre, enfin la Turquie est membre de l'OTAN et qu'il parle à Vladimir Poutine. Donc je pense que personne ne doit être dupe, ça ne veut pas dire qu'il faille négliger cette intermédiation, mais en même temps, nous avons vu que les conditions n'étaient pas réunies. Alors si, pour le moment, l'heure est encore au combat, faut encore des armes pour l'Ukraine. Le président Emmanuel Macron, la semaine dernière, a annoncé encore des radars, des systèmes anti-aériens. Des militaires ukrainiens vont être formés en France, 2000 hommes, disait le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Est-ce que vous considérez que l'engagement de la France aujourd'hui est au niveau suffisant et nécessaire, ou est-ce que vous considérez que notre pays devrait encore aller au-delà? Bon, d'abord, les Américains font l'essentiel de l'effort par rapport aux Européens et ont fourni des matériels qui ont été très efficaces. Les Européens font ce qu'ils peuvent avec des moyens limités. Dès lors que les budgets militaires n'étaient pas considérables dans les années qui viennent de s'écouler, comment voulez-vous qu'aujourd'hui il y ait des matériels conséquents qui puissent être offerts aux Ukrainiens? Emmanuel Macron a eu raison de renforcer ses budgets militaires. Oui, il le fallait parce que la tension internationale était forte et parce qu'il y avait aussi un renouvellement à opérer sur certains équipements. Et là, la France fait ce qu'elle peut, fait ce qu'elle doit. Peut-être peut-on faire encore davantage. Là, il y a déjà des canons César, il y a d'autres armes qui sont préparées. Moi, je pense qu'il faut aller dans ce sens et faire comprendre, ce qui n'est pas facile dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, que nos budgets militaires, la France peut-être moins que les autres parce qu'elle est déjà à un niveau tout à fait acceptable, mais les Européens devront engager davantage de dépenses pour leur défense. Et c'est là que l'annonce du plan allemand, plus de 100 milliards d'euros, doit conduire à une Europe de la défense, à la condition que les amis allemands achètent bien des matériels en Europe et pas aux États-Unis. Et c'est toute la grande question. Est-ce que l'Europe de la défense se fait bien sûr avec les États-Unis, mais d'abord entre Européens? Dans cette phase où l'on se concentre sur l'armement, sur le combat, est-ce que le rôle du chef de l'État français, Emmanuel Macron, c'est de parler autant à Vladimir Poutine qu'à Volodymyr Zelensky? Est-ce qu'il est possible et souhaitable d'opérer une sorte d'équilibre dans le dialogue? D'ailleurs, convenons-en, Emmanuel Macron parle beaucoup plus à Zelensky qu'il ne parle à Poutine. Mais aujourd'hui, parler à Poutine, sauf quelques sujets très précis, notamment ce qui se passe autour des centrales nucléaires, n'a pas beaucoup de sens. Et Poutine même peut utiliser la conversation pour sa propre communication. Donc parler à Zelensky, oui, pour régler des problèmes justement d'aide, parler à Vladimir Poutine, non.
tant qu'il est dans cette phase de récupération de territoires qui ne sont pas les siens. On y faisait allusion tout à l'heure, en 2015, vous avez conclu les accords de Minsk II avec le président ukrainien de l'époque, Petro Poroshenko, avec Vladimir Poutine, avec Angela Merkel, chancelière allemande. Comment, de votre point de vue, on peut aujourd'hui contraindre, quand le temps sera venu, à un accord qui tienne dans la durée? Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que Vladimir Poutine est capable de signer, il l'a fait avec vous, et pourtant, quelques années plus tard, d'une certaine manière, il revient sur sa parole en envahissant l'Ukraine. Oui, le problème de Vladimir Poutine, c'est qu'il est un menteur à un point inimaginable. C'est-à-dire que le mensonge fait partie de sa diplomatie. Il est donc capable de s'engager à ne pas respecter. Il est même capable de proférer des contre-vérités tout à fait assourdissantes qui presque stupéfient son interlocuteur. Donc là, nous avions signé un accord. Il l'a plus ou moins respecté pendant des années, donc de 2005 à aujourd'hui, sauf qu'à un moment, il trouve qu'il y a une brèche qui peut s'ouvrir. Je pense que les bases de l'accord de Minsk restent valables, c'est-à-dire c'était le maintien de l'intégrité territoriale, des frontières telles qu'elles existaient dans le début des années 90, et c'était une large autonomie aux régions dites russophones. Cette base-là peut être la condition même d'une négociation reprise. Ensuite, il va falloir, et les Ukrainiens vont le demander, des garanties internationales, puisque on ne peut pas faire confiance à Vladimir Poutine. Peut-être que lui, il pense qu'il sera encore là dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc, à partir de là... C'est votre avis aussi? Vous pensez, on le dit parfois fragilisé, est-ce que vous pensez qu'il peut chuter, qu'il peut disparaître? Ça, je n'ai pas d'informations. Et je pense que toutes ces spéculations sont assez vaines. Est-ce qu'il contrôle l'armée? Je pense que oui. Est-ce qu'en son sein, il y a des critiques qui commencent à s'élaborer? Je le crois. Mais à quel point est-on arrivé où il pourrait lui-même être contesté? Ça dépend aussi de l'issue militaire. S'il perd la guerre, sans doute qu'il y aura des conséquences. Mais si on doit être dans une négociation, les Ukrainiens demanderont à juste raison des garanties internationales et donc des protections. Vous qui avez côtoyé Vladimir Poutine, vous l'avez reçu à l'Elysée, vous êtes allé à Minsk négocier. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que vous voyez, à distance désormais, mais vous le trouvez changé? Je pense que c'est toujours le même, avec la même intention. Le même, c'est-à-dire avec ce mélange de brutalité, parfois de séduction, la même intention, reconstituer l'Union soviétique telle qu'elle était, non pas idéologiquement, mais géographiquement. Donc il n'a pas changé. En revanche, ce qui m'a frappé, c'est qu'il s'est beaucoup isolé. Et le Covid a fait aussi ses effets, c'est-à-dire qu'il a de moins en moins de sources d'informations fiables. La meilleure preuve, c'est qu'il a engagé cette invasion de l'Ukraine sans bien mesurer les risques qu'il prenait. Il a cru que ce serait une partie facile, que les Ukrainiens ne résisteraient pas. Sans doute avait-il de mauvaises informations. On parle beaucoup des services russes en exagérant d'ailleurs leur efficacité. Ben là, visiblement, ils n'ont pas transmis l'information, ou s'ils l'ont transmis, Vladimir Poutine les a écartés, ces informations. Deuxièmement, il a sous-estimé la réaction européenne, qui a été quand même cohérente, et surtout sous-estimé la riposte américaine, qui a été forte. Dans sa rhétorique ces dernières semaines, il y a eu aussi la dimension nucléaire, enfin dans sa rhétorique à lui, et surtout dans celle de ses soutiens, parce que parfois c'est eux qui s'en sont fait l'écho. La semaine dernière, le président français a expliqué qu'en cas de frappe nucléaire tactique de la Russie sur l'Ukraine, il n'y aurait pas de réponse nucléaire de la France, parce que ce n'est pas notre doctrine. Emmanuel Macron a-t-il commis une faute en disant cela? Je pense qu'il a commencé par dire ce qui était tout à fait juste, que moins on en dit, mieux on se porte en matière de dissuasion. Et que ce qui compte, c'est d'avoir la défense de nos intérêts vitaux. Ensuite, mieux vaut ne pas rentrer justement dans trop de détails. Toute la force de la dissuasion, si je puis dire, c'est justement son ambiguïté, son mystère. De ne pas savoir à quel moment nous allons considérer que nos intérêts vitaux sont mis en cause, justifiant ainsi l'utilisation de l'arme. Quand Vladimir Poutine utilise le mot nucléaire, vous pensez qu'il est justement dans le bluff et dans ne pas dire ce qu'il va réellement faire? Quand quelqu'un, dans quelques parties de cartes que ce soit, vous parle de bluff, c'est qu'il bluffe. Mais quand il parle de nucléaire, ça inquiète. Et je sais que beaucoup de nos compatriotes, quand Vladimir Poutine agite cette menace, ne sont pas indifférents. Ce que je crois, c'est qu'il sait parfaitement, justement, lui, les règles de la dissuasion, et qu'il sait que si il y avait l'utilisation d'une arme tactique nucléaire, il y aurait des réactions extrêmement douloureuses pour
pour son propre pays. Mais il sait que ça nous impressionne. C'est là le but de son intervention. En revanche, est-ce qu'il peut utiliser d'autres armes de destruction massive, autres que le nucléaire? Ça, c'est possible. De quel ordre? Par exemple, les armes chimiques, il faut faire très attention parce qu'elles n'ont pas la même intensité, mais elles sont d'une gravité exceptionnelle. Ça a été utilisé en Syrie, il avait nié, mais je crois qu'il faut être extrêmement attentif là-dessus.